Bonsoir Daniel Cohen. Bonsoir. Vous êtes directeur du département d'économie à Normal Sup. Si on devait vous définir, on pourrait dire que vous êtes plutôt social-démocrate. Et si on vous reçoit ce soir, c'est parce que vous publiez ce livre aux éditions Albin Michel. Je vous lis le titre. Il faut dire que les temps ont changé. Sous-titré « Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète ». Alors, c'est un livre passionnant qui offre une nouvelle grille de lecture de la montée des populismes dont on parle beaucoup ces derniers temps. Mais d'abord, Daniel Cohen, sur ce titre, il faut dire que les temps ont changé. C'est une expression que vous empruntez à deux chansons. Bob Dylan, Diane Tell. C'est plutôt étonnant pour un livre d'économie. Ah non, parce que l'économie doit expliquer le monde, et donc moi je pense que les livres d'économie doivent essayer de traduire dans leur langage les inquiétudes, les attentes, les espérances des gens. Donc j'aime partir au contraire de questions comme celle-là. Donc oui, c'est un clin d'œil ironique à Diane Tell, c'est directement tiré, mais c'est entre guillemets, parce qu'il y a un petit suspense dans le livre qui consiste entre autres à démontrer que beaucoup de choses évidemment ont changé, mais qu'il y a quelque chose qui perdure de nos sociétés modernes qui étaient déjà là dans les sociétés industrielles. Donc il y a une boucle qui est présentée dans le livre. Alors justement, vous revenez sur les bouleversements qu'on a connus ces 50 dernières années et vous essayez de comprendre comment on est passé de mai 68 à une société attirée par les partis populistes. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel Cohen ? Je pense qu'il s'est passé en réalité quelque chose de très simple et de fondamental. Nous avons été les témoins au cours des 50 dernières années de l'effondrement, je crois, d'une civilisation, celle de la société industrielle. C'est quelque chose d'aussi massif qu'au XIXe siècle, la disparition de la société rurale, agraire, au profit, à l'époque, de la société industrielle. Mais ça s'est fait par petits morceaux, ça n'a pas été visible, mais les conséquences sur le corps social sont, je crois, aussi considérables que celles qui ont pu se produire au XIXe siècle. Et je crois que cette immense transformation, elle a produit beaucoup d'incertitudes pour les gens qui l'ont vécu et aussi pour les élites politiques, beaucoup d'interrogations. On n'a pas compris, en fait, en temps et en heure, ce que signifiait cet effondrement. À gauche, pour le dire très simplement, on a pensé, dans les années 60, c'est la contre-culture de Bob Dylan, « Times They Are Changing », que je parle aussi dans le livre, on a pensé que la fin de la société industrielle, ce serait la fin du capitalisme, tout court. Quand Mitterrand vient au pouvoir en 81, il veut changer la vie. Il croit qu'on est à un moment de l'histoire où la société moderne, industrielle, capitaliste, est arrivée à son terme. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, et en réalité, le capitalisme s'est plutôt ressourcé dans cette période qu'il n'a disparu. Et puis ensuite, je dis très vite, dans les années 80, il y a eu la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher, et eux aussi ont interprété le moment qu'ils vivaient comme la fin du monde industriel, avec ses syndicats, ses ouvriers, et un retour à quelque chose d'un peu antérieur, un retour aux valeurs du travail, de l'effort. Et eux aussi, au fond, ont leurré ceux qui les ont suivis. On n'a pas du tout assisté à un retour du travail, de l'effort et des valeurs liées à tout ça, mais au contraire à l'explosion des inégalités, de la cupidité. Et c'est ce double échec d'interprétation par la gauche et par la droite, je crois, qui explique en grande partie la montée du populisme. Oui, c'est cette société désenchantée dont vous parlez. Voilà, c'est une société qui, en fait, a retiré par petits morceaux, et encore une fois de manière tellement silencieuse qu'on n'a pas vu exactement comme ça, l'habitat qui était celui, on va dire, de la classe ouvrière, des ouvriers, des classes populaires. Dans la société industrielle d'hier, tout était dur, il y avait le travail à la chaîne, c'était très répétitif, mais l'inconvénient de cette société se payait par un avantage très important, qui est que tout le monde avait sa place. L'ouvrier, le contremaître, l'ingénieur, le patron, ils appartenaient tous, au fond, un peu à une même famille. Et d'ailleurs, les inégalités ne se creusent pas au cours de cette période. La richesse profite à tout le monde, à proportion évidemment de sa place dans la société. Et ensuite ? Et elle s'est effondrée, elle a été démantelée par morceaux, on a externalisé les emplois, les ouvriers sont devenus non plus des ouvriers d'usine, mais des ouvriers de service. Et donc, il y a eu une nouvelle solitude sociale très importante pour les classes populaires. Et le populisme, c'est ça. On corrèle souvent le populisme à la question migratoire, à la question des immigrés. On a fait une grande enquête dont je fais état dans le livre qui montre que les électeurs du Front National sont profondément soumis à une solitude sociale incroyable. Et que c'est ça, en réalité, cette espèce d'absence du monde social dans lequel ils sont, qui font qu'ils ont la nostalgie du passé, tout simplement. Alors, justement, cette montée des populismes dont vous parlez, qu'on voit, qui gagne du terrain, qu'on voit de plus en plus, partout en Italie, en Hongrie, même aux États-Unis. Et alors, la France d'Emmanuel Macron, elle, c'est une exception ?
Oui, je crois. C'est moins la France d'Emmanuel Macron, parce qu'on a quand même des pressions populistes. On n'est ni à droite populistes. ni à gauche, Voilà, les deux. c'est moins la France d'Emmanuel Macron que Emmanuel Macron lui-même qui est une exception. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un parallèle à faire avec Mitterrand, dont je parlais à l'instant. Mitterrand est élu au début des années 80 sur un projet de transformation de la vie, de sortie du capitalisme, de nationalisation, bref, au moment où la révolution conservatrice de Reagan et de Thatcher s'impose partout. Et finalement, Mitterrand termine son mandat en lui-même rétropédalant beaucoup par rapport à ce qu'il a fait. La France est à contretemps de l'histoire dans les années 80. De la même manière, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est libéral dans un monde qui est illibéral, un monde où le populisme, le souverainisme, le nationalisme l'emportent. Donc il a beaucoup de mal, en réalité, à mener à bien son agenda européen, puisque personne n'en veut plus en réalité. Alors Daniel Cohen, on vient de le voir, hein, ce livre raconte 50 ans de mutation, de bouleversement. Alors, il y a l'ancien monde et puis ensuite, il y a le nouveau monde, ce monde d'aujourd'hui que vous appelez la société digitale, algorithmes, logiciels qui dictent leurs lois. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors voilà, je crois d'abord qu'il faut bien comprendre ce que ça signifie, que cette venue de la société algorithmique, on pourrait presque dire. On s'est longtemps demandé ce qu'était la société post-industrielle. Et d'ailleurs, dans la façon même d'en parler post-industrielle, ça veut bien dire qu'on ne sait pas ce qu'elle est. On sait ce qu'elle a aboli, la société industrielle, mais on n'arrive pas à la définir positivement. Et pour comprendre ce qu'elle est, je crois qu'il faut juste se rappeler une typologie simple. Il y a l'agriculture, on avait des sociétés agraires, on appelle ça le secteur primaire, qui pendant longtemps ont fait le cœur des sociétés européennes. Et puis on a eu la société industrielle, dans l'industrie où l'homme ne travaillait plus la terre, mais la matière. Et la société qui vient après, c'est tout simplement une société de service. C'est une société dans laquelle ce que l'homme travaille n'est ni la terre ni la matière, mais l'homme lui-même. Il est éducateur, il est médecin, il s'occupe des personnes âgées, il est restaurateur, tout ce qu'on voudra, des métiers qui existaient en grande partie avant, mais c'est ça le cœur de la société post-industrielle. Le problème, et c'est celui qui explique aussi notre errance pendant 50 ans, c'est qu'une société dans laquelle la valeur du bien que je produis, c'est le temps que je passe avec vous ou avec une personne âgée, c'est une société... Voilà, vous me le retirez de la bouche. Elle n'a pas de croissance parce que le temps n'est pas extensible. Et la révolution conservatrice, dont d'ailleurs Nicolas Sarkozy était l'un des héros par la suite, il expliquait très bien, pour gagner plus, il faut travailler plus parce que c'est le temps qui compte. Eh bien, c'est cette impasse, parce qu'une société qui veut de la croissance, c'est pas en travaillant plus tout le temps qu'on va créer de la croissance. Il faut des technologies, il faut quelque chose. Eh bien, la société digitale, qu'est-ce qu'elle fait ? Pour pouvoir offrir de la croissance dans un monde qui est rétif, elle fait une transformation. Elle transforme l'homme, dont je m'occupe, que j'éduque, que je soigne, en un système d'information. En machine, en robot ? En information. Nous sommes numérisés. Vos désirs, vos goûts sont mis dans un ordinateur. C'est déjà le cas ? On est en train d'y entrer, bien entendu, avec Netflix qui connaît absolument tous vos goûts et qui est capable de vous suivre. Il y a un film qui l'explique très bien. C'est ce film Her, dans lequel on voit qu'un homme est amoureux d'un logiciel. Pourquoi il est amoureux du logiciel ? La voix est celle de Scarlett Johansson, c'est magnifique, c'est envoûtant, mais parce qu'elle sait tout de lui. Elle connaît ses désirs, elle connaît ses attentes. Peut-être juste quand même, c'est le côté un peu effrayant et négatif de cette société tout numérique, mais il y a quand même des points positifs. Je vous cite, vous dites vous-même, refuser les nouvelles technologies, c'est comme refuser l'électricité il y a un siècle, ça n'a pas de sens. Alors, comment on fait pour vivre avec ? Alors, l'électricité a produit le travail à la chaîne, a produit une contestation, il y a une critique sociale, les ouvriers se sont révoltés contre leurs conditions d'existence, il y a une montée du syndicalisme, il y a une critique artiste, on n'acceptait pas devant sa télévision tout le temps, il y a quelque chose de cette double critique qui doit être réarmée. Mais, et c'est ça le lien, les temps ont changé, il y a un petit clin d'œil, ils n'ont pas si changé que ça. En effet, comme vous le dites très bien, nous sommes en train de signer une nouvelle fois un pacte faustien qui est de renoncer à notre humanité, le plaisir des relations interindividuelles au profit des machines et des algorithmes pour retrouver de la croissance. Comme dans le travail à la chaîne d'hier où l'homme était aliéné pour gagner plus, nous sommes aujourd'hui en train de nous investir dans une société algorithmique dans laquelle nous devenons des informations, nous sommes soumis à la tyrannie des logiciels pour retrouver de la croissance. Bref, nous renonçons à l'humanisation du monde que nous proposait cette société de services pour retrouver l'idéal de croissance qu'on a perdu avec la perte de la société industrielle. Merci Daniel Cohen. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est publié chez Albin Michel. Si vous voulez tout comprendre à ce nouveau monde, parfois inquiétant, mais aussi et souvent exaltant, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout de suite, Caroline Drouot, c'est dans l'air.